Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. C'est la saison 2 et nous espérons que vous avez passé une bonne rentrée, de bonnes vacances et que malgré les différentes contraintes sanitaires, tout le monde reprend du poil de la bête dans son organisation quotidienne. En tout cas, nous, notre rentrée avec Lionel était au top. Alors un peu de réclame quand même, on vous invite à vous rendre directement sur notre site internet www.innovationtalk.tech. Lionel me fait signe de respirer, ça commence bien, et ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Alors vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Vous choisissez, a priori vous nous retrouverez partout. Et puis si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, bien entendu, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul hashtag pour ça, IPT Podcast tout attaché. Donc je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je ne vous le présente plus, mais je suis accompagné de Lionel Tardy. Et bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, parce que c'est un thème annuel, c'est la rentrée de septembre et nous allons faire un petit rétex de l'IFA de Berlin. C'est une manifestation qui est organisée tous les ans, ou presque, depuis septembre 1929. Mais de oui dire, Mathieu, tu vas nous donner un petit peu plus d'informations. Et alors en plus, je crois que tu t'es entraîné à la prononciation de ce que veut dire cet acronyme IFA. Oui, oui, alors il faut juste que je retrouve Google. Mais alors l'IFA, c'est le grand salon de l'électronique que vous allez pouvoir retrouver. Alors, c'est déjà la plus grande messe européenne de la tech, voire même mondiale. Alors, ça date des années 20. On le dit tous les ans, le CES, c'est un peu la mecque de tout ce qui se passe et qu'on va retrouver sur Las Vegas tous les mois en janvier. Mais l'IFA, ça accueille plus de personnes, c'est encore plus orienté business. C'est peut-être un peu moins prospectif. On avait l'habitude, effectivement, plutôt sur l'IFA ces dernières années, de voir plutôt des grille-pains, des Karcher, des fours connectés, des cafetières connectées. Et puis, depuis quelques années, l'IFA Next qui arrive, qui ouvre la voie et une présence notamment aux startups qu'il n'y avait pas historiquement sur l'IFA de Berlin. On est presque sur ce que l'on peut voir au CES, mais 2 ans après, industrialisé au profit tout simplement de tous ces produits que l'on va retrouver sur l'IFA de Berlin. Voilà, donc je suis toujours en train de chercher l'acronyme, vous vous en doutez, on va le retrouver. Mais en attendant, Lionel, avant que je place cet acronyme, puisque je n'ai qu'une main, étant donné que j'ai le micro dans l'autre, qu'est-ce que toi tu retiens de cette année de l'IFA globalement, et quels sont les... Alors, on voit des sorties de hardware avec du four, avec Samsung, etc. Mais est-ce qu'il y a une thématique ou plusieurs qui se dégagent de ce grand événement de septembre qui a été un peu bousculé quand même, il faut le rappeler aussi? Alors oui, voilà, il faut quand même rappeler que l'on est en période non plus post-Covid comme on pouvait l'imaginer en juin-juillet, mais on est de nouveau rentré dans une période de circulation du virus. Et comme il l'a été annoncé il y a quelques mois, l'IFA s'est retrouvé non pas entièrement virtuel, mais il a adopté une forme assez étonnante, c'est-à-dire qu'il y avait de la présence à Berlin, notamment pour les journalistes, avec des conférences qui étaient retransmises sur des chaînes thématiques sur le site de l'exposition. Donc on avait une partie qui était virtualisée, d'ailleurs notamment agrémentée de stands virtuels pour les sociétés qui jouaient le jeu et qui créaient des stands véritablement interactifs avec de la réalité virtuelle. C'était pas forcément super fluide, ça c'est notre avis, enfin en tout cas c'est le mien. Et puis il y avait donc dans cette partie physique qui était uniquement réservé aux journalistes, il y avait des constructeurs qui venaient faire des présentations. Certains étaient directement sur scène, et puis d'autres étaient chez eux. Ils avaient envoyé en fait la vidéo de la présentation du CIO, par exemple. Je crois que je dise pas de bêtises, Qualcomm qui avait inauguré la première grande conférence. C'était donc le 3 septembre. C'était une vidéo qui était enregistrée de bonne facture, mais qui durait quand même 1 heure avec toute une présentation. Le thème en fait qui a été dégagé cette année, c'était Tech is back. Et tech is back de quoi ? Elle revient d'où la tech ? En fait, pour eux, ils se disaient mais la tech,
c'est quelque chose qui irrigue notre quotidien. Et s'il irrigue notre quotidien, après le Covid, eh bien, on va apprendre à work at home, travailler à la maison, eat at home, manger à la maison, et puis éventuellement entertain at home, c'est-à-dire être capable aussi de se divertir à la maison. Et comment le matériel électronique et la technologie va pouvoir s'adapter à ces nouvelles façons de consommer le divertissement, de consommer le travail, de consommer la vie au sens large. On voit bien toutes ces expériences malheureuses, souvent, sur le digital, notamment, je pense aux espaces virtuels qu'ils ont créés en réalité augmentée pour visiter les stands, avec des problèmes naturellement de compatibilité navigateur, de chargement des données, d'expérience réelle ou pas. Cette année, tu me donneras ton avis, mais je pense qu'on peut considérer ça très clairement comme du gadget, dans la mesure où même des fois c'était juste une image avec une redirection sur le site web. On a regardé Bosch notamment dans cette configuration, et puis d'autres qui avaient des expériences en réalité virtuelle plus ou moins heureuses finalement. Et ça c'est du gadget, pour pas dire que c'est annulé physiquement, mais la réalité c'est que les vendeurs de mètres carrés doivent aujourd'hui aller dans un contenu beaucoup plus plus pertinent et peut-être que le virtuel qui va composer une grosse partie des salons qui vont venir, le CES en fera partie, doivent aujourd'hui changer de mood, c'est-à-dire passer véritablement en créateur de contenu avec de la pertinence et pas seulement du relais d'information. Mais c'est-à-dire que vendre du mètre carré, ce n'est pas vendre une technologie de présentation de contenu. Et en fait, l'idée d'un salon, c'est que quand on vend du mètre carré avec certaines normes d'installation, on a l'impression qu'il y a une homogénéité dans la présentation des stands, même s'il y a une diversité dans la décoration, il y a quand même une homogénéité. Il y a des groupes, alors il y a la partie pour la maison, il y a la partie pour la santé, il y a la partie pour etc. Mais là, quand on est vendeur de mètres carrés, là on se retrouve vendeur d'espaces virtuels. Et comment créer cette homogénéité, cette fluidité dans les espaces virtuels, c'est extrêmement compliqué et c'est une technologie qui n'est pas à la portée de tous aujourd'hui. Et dans la foulée, il faut que les différentes entreprises jouent le jeu. Et ça, c'est compliqué. Samsung notamment fait part de son absence assez rapidement à l'organisateur de l'IFA et a créé son propre événement à côté. Donc on voit bien même sur l'avenir même des salons, il y a quelque chose effectivement peut-être à se réinventer. On en avait parlé l'année dernière sur un de nos épisodes, et entre-temps nous allons revenir sur l'acronyme. Donc c'est International Funkungsstellung Berlin, et donc c'est c'est plutôt le salon international de la radiodiffusion, 1926 exactement pour la date. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, c'est quoi on avait parlé des grands signaux. Finalement la tech is back, t'en as parlé, parce que finalement la tech a disrupté par les nouvelles méthodologies, nouvelles pratiques qui ont pu être mises en place notamment par le Covid. On pense assez rapidement au travail, ont permis d'accélérer beaucoup de choses, mais tout ça n'est pas possible sans avoir aussi une utilisation de la donnée de manière continue. Je crois que c'est finalement ça qu'on peut réduire quand on parle de work at home, eat at home, entertainment at home. Tout se passe à la maison. La tech véritablement s'imprègne de l'environnement personnel, mais doit générer une valeur probante pour l'être humain, et on n'est plus dans la gadgetisation qu'on a pu voir ces dernières années. Complètement. Et c'est pour ça que quand on va parler des grands thèmes, on en a retenu deux. Alors, indépendamment des grandes sociétés, alors Samsung qui a fait ses annonces séparées, LG qui était présent, Qualcomm qui était à distance, enfin, on va revenir dessus. Les grands thèmes, il ne faut pas oublier qu'on est en Allemagne. Un pays où la conscience écologique est peut-être un peu plus forte en France, et tout du moins depuis plus longtemps. Et dans toutes les conférences, indépendamment des conférences des grandes marques, des grandes keynotes, des grandes marques de la tech, il y avait toute une série de conférences sur la mobilité, sur ce thème transverse qu'est la mobilité, et sur la mobilité de demain. Alors ça allait d'une conférence que l'on a adorée qui s'appelait de Jésus-Christ à l'Hyperloop. On reviendra peut-être un peu en détail là-dessus si ça t'intéresse, mais ça allait aussi vers des interviews dans des keynotes du patron d'Opel, qui, je vous le rappelle, est une marque issue de General Motors en Allemagne et qui a été rachetée depuis peu par le groupe PSA, qui est un groupe français. Et donc sur la conception du transport de demain. Et puis dans une autre partie, on va pouvoir revenir dessus également, parce qu'il y a énormément de marques, comme tu l'as dit, entre guillemets, d'électroménager. Mais en fait, l'électroménager, c'est une partie de la maison. Et comme disent souvent les entreprises qui sont à Berlin, quand vous êtes chez vous, vous passez
à peu près 40% ou 50% de votre temps dans votre cuisine, parce que quand vous êtes dans votre chambre, vous dormez, donc on peut considérer que c'est du temps qui est un petit peu mort, mais par contre dans la cuisine, c'est un temps qui est actif, qui peut être proactif, et donc on s'attelle à essayer de vous fournir les meilleurs outils possibles pour que votre cuisine et par extension votre maison soit la plus agréable à vivre, notamment si vous êtes amené à y travailler ou à y supporter vos enfants qui font leurs devoirs. On parlera d'ailleurs peut-être dans la maison connectée de la véritable valeur que peut apporter l'intelligence artificielle. Si elle pouvait s'occuper des devoirs de mes gosses, ce serait effectivement pas mal. Si on revient sur la mobilité et la conférence qui t'a particulièrement plu notamment, ce qui est intéressant, c'est de constater que oui, on en avait parlé dans un article qu'on avait écrit ou un épisode passé, c'était notamment que l'avenir de la mobilité était peut-être dans la non-mobilité ou le fait de se mouvoir directement depuis chez soi. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode ou de l'article qu'on avait écrit à ce sujet. Et finalement, c'est à peu près ça le postulat de base de ce conférencier, c'est de dire que finalement, avant, on bougeait de 150 km. À l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, on bougeait de 150 km de périmètre dès lors que l'on pouvait, et qu'on était riche, et qu'on avait de l'argent, et qu'on avait des chevaux, et qu'on pouvait se faire porter, grosso modo. C'était en gros la distance maximum. Et que maintenant, on joue sur un autre niveau planétaire, et surtout avec de la vitesse. Oui, et une vitesse qui consomme forcément de l'énergie et des énergies qui sont massivement carbonées puisque les transports sont essentiellement motorisés par de l'énergie qui est issue du pétrole. On ne met pas de charbon encore dans les avions de chez Monsieur Boeing ou de chez Monsieur Airbus. Et puis en plus, le charbon, c'est terrible. Donc voilà. Donc l'idée, c'est ça. C'est aujourd'hui, dans notre appréhension de ce qui est indispensable, et d'ailleurs, il faisait dans sa conférence une très belle image de la pyramide de Maslow, on a le voyage, la mobilité, c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin du soleil pour que nos cellules soient bien régénérées. On a besoin aussi pour notre humeur. On a besoin de tas de choses. Mais on a aussi besoin de voyager. Et voyager sans bouger, c'était aussi une partie de son thème. Mais ça ne s'arrêtait pas là parce que l'idée, c'est aussi de dire, puisqu'on est obligé de bouger, comment pourrions-nous demain bouger de meilleure façon et d'une façon plus résiliente en termes écologiques. Et ça, c'était l'approche. C'est pour ça qu'il terminait à l'Hyperloop, parce que l'idée de l'Hyperloop, c'est un voyage qui est extrêmement rapide, mais dans sa rapidité, il n'est pas du tout conçu comme un super TGV qui irait beaucoup plus vite. Il est conçu comme un élément à taille humaine, c'est-à-dire des micro-wagonnets qui pourraient faire 8 à 9 personnes, ou 6 à 8 personnes, et que ces wagonnets vont aller à une destination précise, c'est-à-dire c'est la destination à la carte. On n'a pas besoin de dire, bon, alors si je veux aller de Paris, je ne sais pas, je vais donner un nom au hasard, à Annecy, je suis d'abord obligé d'aller de Paris à Lyon, puis de changer à Lyon pour aller à Annecy. Là, on va avoir des circuits qui vont être personnalisés parce que dans une sorte de bullette, dans une sorte de capsule, voilà, ou de cartouche, de cartouches de fusil, vous mettez quatre petits wagonnets et ces wagonnets vont à une destination directement. Et ça résout le problème. On en avait parlé lors d'un épisode sur les transports responsives, comment les transports peuvent s'adapter de façon dynamique à l'endroit où on veut aller. Pourquoi on prend peu les transports en commun, indépendamment des problèmes de pandémie aujourd'hui? C'est parce que les transports en commun sont souvent incapables de nous mener d'un point A à un point B facilement sans avoir 2, 3, 4 changements. Et puis, plus il y a de changements, plus il y a de risques qu'il y ait du retard, de l'annulation, un problème technique, un problème voyageur. Bref, tous les citadins connaissent ça. Là, on est sur un point A vers un point B avec une forme de souplesse. Et là, c'est une conférence que vous pouvez voir en replay sur le site. Alors, il faut s'inscrire, c'est un petit peu plus compliqué, mais qui va vous montrer que finalement, aujourd'hui, on vit de cette mobilité, mais cette mobilité, eh bien, elle va devoir s'adapter. Alors, il y a une petite illustration qu'on aurait pu vous passer si on était en vidéo. C'était, vous le vivez un petit peu quand même si vous êtes à Paris, c'est que dans une rue, vous auriez une lane, vous auriez une file pour voitures qui serait relativement petite, qui ressemble aux lanes pour vélo aujourd'hui, et vous auriez de grands espaces uniquement dédiés au vélo ou à de la mobilité douce. Je ne suis pas certain que quand il y a de la neige, de la pluie et qu'il fait très très froid, tout le monde soit en vélo. Voilà, tout le monde soit en vélo. Mais ça, c'est aujourd'hui, il fait très beau. En tout cas, aujourd'hui, quand nous enregistrons, il fait très beau et ça pourrait être accessible. En tout cas, les vendeurs de vélos aujourd'hui se frottent les mains. C'est évident. Et donc, il y avait aussi quelque chose qui était intéressant dans cette conférence, c'était notamment la répartition finalement des volumes financiers
qui étaient appropriées. Tu vois, ils avaient fait cette courbe là que tu m'as montré sur les masses budgétaires allouées au transport, allouées à l'énergie, et puis le transport représente une grosse part de ces dernières années. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont présenté un diagramme qui était où se trouvait l'argent dans l'économie mondiale, avec un graphique qui partait du début du 19e siècle, c'est-à-dire un peu ou prou du début de la révolution industrielle. Et là, on a massivement l'argent est dans la finance, tout simplement. Et puis, d'un seul coup, on voit que tout au long de la première moitié, deuxième moitié du 19e siècle et première moitié du 20e siècle, l'argent est massivement dans les transports. Et on voit que les transports, c'est la première chose que l'industrie et que l'énergie a amené. Et c'est la première chose qui a été adoptée massivement, alors au départ certes par les plus riches, mais qui a été adoptée massivement par tout le monde. Alors après, évidemment, les masses monétaires se répartissent sur d'autres types de produits, sur des produits matériels, sur des utilities, sur des produits industriels, sur des produits d'énergie. Mais on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que dès que l'humain a su amener de l'énergie, il a eu envie de se déplacer. Donc on voit bien quand même que finalement, on ne change pas le fondement même de l'humanité et de son besoin de se mouvoir à droite ou à gauche en fonction des différents besoins. Au-delà de ça, on a vu énormément de contenu dans la grille de programmation des conférences sur la mobilité, qui était, tu l'as précisé, un thème totalement transverse, abordé par des personnes comme au CES, que ce soit des constructeurs automobiles, que ce soit des personnes de la tech pure, ou que ce soit du hard, etc. On voit bien que c'est un thème où tout le monde peut converger. L'autre thème qui était assez présent, notamment, c'était aussi les nécessités de se connecter, la maison connectée, mais aussi la 5G. Oui, alors la 5G, la conférence inaugurale, première grande conférence, la première grande keynote était celle de Qualcomm. Et Qualcomm a fait une conférence qui ressemblait à un plaidoyer pour la 5G, avec comme titre « Time to Innovate ». C'est comme si la 5G allait tout révolutionner. Bien sûr, on en est tous absolument convaincus. Ou par ailleurs, on note quand même en France un besoin. Alors, est-ce que c'est un besoin de communication, de rassurant? J'en sais rien. En tout cas, la nécessité de pas mettre forcément les bouchées doubles ou la seconde vitesse sur la 5G. On sent qu'il faut calmer la communication et rationaliser sa com sur ce que la 5G va permettre. En préparant cet épisode, effectivement, on avait retrouvé cette interview de Julia, si je ne me trompe pas, Luc Julia, qui parlait notamment de la valeur réelle de l'intelligence artificielle que lui considère quasi nulle sur des dizaines de cas, de use cases existants, mais par contre, il fallait mettre l'accent sur des investissements en IA qui permettaient d'abonder, d'aider l'homme dans sa productivité, notamment les recherches de tumeurs, etc., ce genre de choses. Donc, dès qu'on était sur des cas d'usage pertinents. C'est-à-dire que Luc Julia on l'aime bien d'abord parce qu'il est souvent invité en France, puisqu'il est français et puis grand-père de Syrie, mais il a une formule que j'aime beaucoup, d'abord parce que la technologie, elle est neutre. C'est nous qui en faisons ce que nous voulons. Et il dit voilà, l'IA, et on pourrait dire aussi la 5G, en fait c'est un marteau, et c'est nous qui avons le manche. Et le marteau, il peut vous aider à planter un clou et c'est très bien pour accrocher le Van Gogh que vous avez acheté ce week-end en chinant. Mais c'est pas très très bien si vous tapez sur la tête de votre voisin. Donc vous tenez ce que va faire cette technologie. C'est l'humain qui est derrière et c'est l'humain qui va l'exploiter. Alors, quand on parle de la 5G, bien sûr, si c'est pour prendre, je ne sais plus le nom de ce député ou de ce sénateur qui avait dit à l'Assemblée, mais avec la 5G, je vais pouvoir regarder un film pornographique en 8K dans mon ascenseur. Évidemment, là, avec le manche du marteau, il a fait un peu n'importe quoi. Par contre, quand il s'agit de faire de la télémédecine, quand il s'agit de prévenir de la panne prédictive dans les usines qui seront massivement connectées, que ce soit de déplacer des véhicules qui vont être reliés avec les infrastructures, avec le V2X, évidemment, la 5G a du sens. On ne reviendra pas sur le questionnaire qu'avait fait Gilles Babinet à l'époque pour évaluer la connaissance du numérique des députés et des sénateurs. Je crois qu'il l'avait fait sur l'Assemblée nationale et le Sénat, qui avait donné des résultats absolument époustouflants de méconnaissance quant au champ des possibles. Malheureusement, ce type de phrases que peuvent donner des représentants de la classe politique amène aussi dans l'imaginaire collectif des croyances qui n'existent pas. Et ça, c'est extrêmement dangereux. La tech, c'est pas que Black Mirror, c'est pas que, même si ce sont des séries qu'on adore par ailleurs, moi que j'adore, je vais parler que de mon ressenti personnel, pour autant, ça délivre un sentiment anxiogène face à une population qui pourrait prendre pour argent comptant des choses
qui sont totalement fausses. La 5G apportera des choses absolument exceptionnelles. N'en déplaise à tous ceux qui nous laissent des commentaires de merde sur notre chaîne YouTube, mais je pense qu'on arrive à ce qu'on pourrait appeler un talibanisme moyen de croyances complètement perdues sur la 5G. Non, il faut être très clair, la 5G ouvre un champ des possibles absolument exceptionnel dans les transports, dans la mobilité, au service de l'homme, dès lors qu'on ne s'en sert pas effectivement pour des choses qui sont complètement sans valeur ajoutée, notamment regarder un film en 8K sur son téléphone qui sont déjà bien plus petits, nécessite des définitions totalement autres. Voilà. Et téléphone qui va bientôt avoir, pour certains de la marque à la pomme, un écran OLED, paraît-il. Exactement, ouais. Et OLED, ça me fait une transition toute trouvée parce que OLED, le seul fabricant mondial, c'est LG qui fabrique des écrans OLED pour le monde entier. Et donc LG avait titré sa conférence Life's Good from Home, c'est-à-dire il fait bon vivre à la maison. Et là, on voit bien encore que cette maison connectée, que tous les appareils, plutôt que d'être pilotés à distance comme on le fait encore massivement aujourd'hui, vont trouver une forme d'autonomie et vont être capables de se piloter eux-mêmes. Et ça, c'est... Alors, on dit, bien sûr, on rajoute une petite pincée d'IA, quelques gouttes de blockchain et puis des données quelque part. Et puis forcément, pour chapeauter tout ça, un joli cloud. Donc ça nous fait une jolie recette de cuisine. Tout ça, ce sont des termes marketing. Mais en tout cas, ce que les industriels de ce que l'on appelait à l'époque des arts ménagers, l'électroménager. C'était le grand moment du CES du début de l'IFA de Berlin d'il y a 40 ou 50 ans. Hein. Voilà. Eh bien, ces grands faiseurs, alors les marques qui sont à Berlin, eh bien, on les connaît tous. Hein. C'est Miele, c'est Bosch et c'est aussi évidemment des Coréens comme LG, parce que je crois qu'ils sont coréens, si ma mémoire est bonne. Eh bien, eux, ils sont tout à fait orienté sur comment la maison de demain va pouvoir être plus efficiente et va être de plus en plus autonome ou automatisée. On poursuit sur notamment alors les téléphones, mais pas que, parce que LG fait aussi de la télé, bien entendu, etc. Mais Huawei, on ne pouvait pas ne pas en parler. Ils ont annoncé, alors la conférence aura lieu exactement, parce que nous sommes mardi, dans 2 jours, le 10 septembre prochain. Ils vont présenter ce dont ils parlent depuis plus d'1 an, Harmony OS pour les smartphones, et donc leur OS en propre qui pourra être installé directement sur vos smartphones. À quand la capacité d'installer sur un iPhone un autre OS que iOS? Ce sera le grand sujet de ce que l'on pourra effectivement avoir comme question, même si j'ai déjà très certainement la réponse. Quoique Tim est en train d'appeler, bougez pas, on va lui... Mais en tout cas, c'est sûr que toi, tu nous parles d'un nouvel OS, enfin d'un deuxième OS sur notre smartphone à la pomme, parce que tu fais référence à la possibilité d'installer Windows sur un ordinateur à la pomme. Là, ça serait intéressant. Ce serait intéressant. Mais quoique ça fonctionne en virtualisation plus ou moins bien. Ça marche, mais ça marche pas vraiment. Enfin... Non, ce que l'on pourra surveiller avec l'arrivée d'Harmony OS, c'est est-ce que d'autres constructeurs d'origine chinoise vont se lancer dans la création d'OS propre. Soit ils se lancent dans la création d'OS propre, soit ils adoptent Harmony OS. C'est-à-dire qu'on se retrouverait aujourd'hui. Avant, on avait deux grands acteurs avec Android et iOS, et puis Windows Mobile. Windows Mobile est mort de sa propre mort, mais est-ce qu'Harmony OS, avec la puissance et le nombre de populations qui vivent en Chine, et donc la puissance de fabrication, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Très clairement, même si on pourrait faire un épisode spécial sur Windows Mobile en considérant qu'il était déjà mort-né sur plein de sujets, mais bon, on invitera un spécialiste du sujet. On a beaucoup parlé de mobilité dans les conférences, notamment sur un avenir particulièrement électrique avec la Shift Mobility Convention. Oui, qui recevait donc le patron allemand d'Opel, comme je le disais tout à l'heure. On ne revient pas là-dessus. Et ils ont pour objectif, et on peut imaginer que ce sont tous les constructeurs européens qui sont inscrits dans cette perspective, d'abord parce qu'il faut rentrer dans les clous des réglementations d'émissions de CO2 que la Commission européenne et donc que les gouvernements européens ont adopté. Ils visent à électrifier l'intégralité de leur modèle à horizon 2024, c'est-à-dire demain. C'est déjà beaucoup fait. On sait qu'aujourd'hui, en tout cas, toutes les personnes qui autour de vous probablement ont réfléchi à changer leur voiture, ils se posent tous la même question, l'électricité pourquoi, est-ce que les batteries c'est pas trop polluant, etc. On ne reviendra pas là-dessus dans cet épisode, on aura l'occasion de revenir sur de la résilience carbone ou autre peut-être dans le prochain épisode. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette tendance à l'électrification, elle est très forte. Les Allemands, qui est
le pays peut-être de l'automobile, est très fort, notamment avec le consortium Ionity qui dépose sur les grands axes des plateformes et des bornes de charge très rapides. Ça donne une nouvelle vision de ce que pourront être les déplacements. Aujourd'hui, on peut regretter que de toute façon, que ce soit en ville ou que ce soit sur les trajets plus longs quand on veut se déplacer d'une région à l'autre, la capacité de recharger sa voiture si on est en dehors de l'écosystème Tesla, c'est un petit peu compliqué et ça vous fait des voyages dont le pilotage du voyage est fait par les bornes de recharge plutôt que par l'envie de s'arrêter à un restaurant étoilé de chez Monsieur Michelin. On est bien d'accord et en même temps ça me fait la transition sur le fait d'avoir un pilotage automatique avec notamment Mille. Alors Mille qui est un grand habitué du CES, de l'IFA de Berlin, on les voit tous les ans avec à chaque fois des nouveaux trucs connectés, le four connecté, les plaques connectées, avec Alexa bien entendu. Ça n'intègre pas le bruit de la hotte qui t'empêche Alexa de comprendre. Enfin bon, tous les éléments qui, bien entendu, sont compliqués à mesurer tant qu'on n'a pas eu l'use case de manière factuelle. Et notamment, ils ont beaucoup annoncé de choses au niveau du Smart Food ID et du Cook Assist, qui finalement, pour eux, est une nouvelle approche permettant de faire converger à la fois le monde du numérique et le monde de la cuisine. On a vu plein d'innovations ces dernières années basées sur la cuisine, les tablettes intégrées avec les recettes de cuisine et tout ce qu'elle est avec. Globalement, Mills se positionne un peu comme tous les autres constructeurs. Ça fait, d'ailleurs, l'année dernière, ils en parlaient de ces frigos intelligents, de ces frigos résilients qui étaient capables d'économiser l'énergie pour créer du froid, etc. Bon, je pense qu'on va encore dans cette mouvance. C'est un positionnement marketing qui pénètre les produits, mais aujourd'hui, j'ai pas encore vu véritablement de frigo avec des commandes vocales qui sont implantées massivement, de frigo avec la vitre qui nous permet de regarder à l'extérieur, parce que c'est des taux d'équipement qui sont réservés à une clientèle qui aujourd'hui se compte très certainement sur les doigts d'une main. Donc oui, effectivement, vision, pertinence, sens, tout ce qu'on veut, mais pénétration massive sur le marché relativement compliquée. Donc c'est peut-être les 1% de produits qui ne trouveront quasiment jamais preneur dans la population de point de vue massivement. En tout cas, toujours intéressant d'essayer de corréler à la fois la vision d'un groupe et en même temps la pénétration de cette vision et le sens qui est directement intégré dans les produits. Et pour rester dans la maison, parce qu'on reviendra peut-être un petit peu au smartphone et à l'annonce quand même qu'a fait Samsung, parce que c'était intéressant de l'avoir, tu en parleras peut-être tout à l'heure, ou moi. Je voulais vous parler d'une société que l'on connaît peut-être, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Neato Robotics, qui font des aspirateurs robots. Alors eux, leurs aspirateurs s'appellent les D6, D7, D5, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une forme de D. Au lieu d'être rond, ils ont la forme de la majuscule de la lettre D. Et là, ils présentaient notamment le D8, D9, D10. Et avec le D10, ils avaient la prétention d'être en capacité d'aspirer 99,97 des particules allergènes, ainsi que les poussières de peau, les squames, qui peuvent traîner sur les sols et sur les tapis de votre maison. Donc comment, puisqu'on est dans une période où on essaye de tout purifier, eh bien voilà des petits appareils qui, comme votre tablette peut-être, intègrent un lidar et sont capables de s'orienter très précisément, même dans les coins, parce qu'ils ont une forme à la fois ronde d'un côté et carré de l'autre. Fallait y penser. C'est simple pourtant. On poursuit quand même sur les smartphones parce qu'il y a une annonce qui est assez intéressante du constructeur chinois qui s'appelle Realme, donc fabricant chinois de smartphones qui est basé à Shenzhen, qui a été créé en 2018, qui aujourd'hui a eu juste une prétention assez ambitieuse, évidemment, puisqu'il le dit lui-même. Nous avons pour un objectif extrêmement ambitieux pour l'Europe et ce n'est pas loin que d'être parmi les 5 premiers d'ici la fin 2021. Et donc ils pensent eux que les jeunes européens adoreront ces produits à la technologie de pointe, au design particulièrement élégant et au prix particulièrement abordable. En tout cas, c'est le vice-président de Realme qui, effectivement, européen, a dit cela en conférence, un smartphone, bien entendu, 5G. Et que Samsung n'a qu'à bien se tenir, puisque, comme je le disais il y a quelques secondes, ils ont tout simplement quand même présenté leur fameux Galaxy Z Fold 2, deuxième génération. Donc le premier, personne ne l'a acheté, c'est déjà quasiment. Alors le premier, il fallait savoir qu'il coûtait 2019, je crois, 2019 euros. Si on ne peut pas mettre une heure de travail
hors taxe dans un smartphone. Où est-on, Lionel? Donc il coûtait 2019 € en référence à l'année 2019 où il est sorti. Celui-ci sera évidemment à 2020 €. Alors je ne sais pas si le précédent n'était pas à 2020. Bref, en tout cas, ça faisait référence aux années. Alors qu'est-ce qu'il a de plus? Il est un peu plus grand au niveau de l'écran extérieur quand le smartphone est plié. Il est beaucoup plus fluide. Il est presque carré, son écran fait 7,6 pouces et il a la capacité de projeter une application sur un des volets et sur l'autre volet quand le smartphone est ouvert mais pas forcément mis à plat, ce qui peut vous permettre de regarder un film tout en tapant un texto sur la deuxième partie, le placer un petit peu comme certains laptops qui ont un double écran, un écran avec du retour haptique pour le clavier et avec des parties visuelles et puis l'écran classique qui est devant vous. En tout cas, Samsung fait très fort, mais on sait encore que à ces prix-là, ça n'intéressera que certains. Il y a une opération promotionnelle quand même, il faut qu'on le dise. Il y a combien? Voilà, si vous avez celui de l'année dernière, LG vous le reprend pour 1 000 €, comme ça vous n'avez plus que 1 000 €. Voilà, Samsung, je suis LG depuis tout à l'heure. Samsung vous le reprend pour 1 000 € et comme ça vous pouvez acquérir le nouveau, le Z Fold de la deuxième génération, simplement pour 1 020 €, c'est pas mal. C'est toujours ça. Mais bon, globalement, en tout cas, mais par exemple, tu vois, quand l'année dernière, sur l'IFA, d'ailleurs, 2019, on avait vu le dual screen de LG, en l'occurrence, la pertinence du Fold, au-delà de sa beauté, d'un seul coup, pouvait perdre, tu vois, en termes de valeur, parce que finalement, on avait la même chose sur LG, alors que c'était vraiment deux écrans totalement séparés, presque deux téléphones totalement séparés, et ce qui évitait la pliure, la casse potentielle de l'écran, la fragilité du produit qui, bien entendu, n'a pas pu être manipulé par tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait quand même une hôtesse ou un autre qui nous faisait la démonstration du produit tel qu'on devait le voir, et donc, naturellement, communiquer dessus. Exactement. Écoute, on avance dans cet épisode, on pourrait parler un peu de start-up. Il y a une start-up française que tu as peut-être vue à Vivatech en 2019 et qui a eu cette année, qui a été lauréate du prix de la journée, c'est-à-dire la Start-up of the Day. Alors c'était le 3e jour, je crois qu'ils ont gagné le Start-up Day. Comment elle s'appelle cette start-up? C'est Bob, c'est le mini lave-vaisselle ultra pratique qui effectivement est petit, de manière générale. Vous avez juste 3 boutons, un tout petit écran dessus et puis un gros trou avec une vitre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais alors on les avait vus au CES 2020 déjà, puisqu'ils étaient présents. La startup s'appelle, alors ils présentent Bob, la startup s'appelle Dantec, et donc c'est un mini lave-vaisselle extra compact, idéal, il le précise, pour les célibataires et les couples qui bénéficient naturellement de peu d'espace chez eux, parce que ça doit faire à peu près 25 cm de large sur une 35 cm de haut, un peu profond en termes de 45-50 cm. Donc ça reste quelque chose d'assez simple, c'est rapide, économe en termes d'eau, puisque globalement le réservoir il est à peu près de 3 litres. Il faut remplir d'eau un peu comme une machine à café que nous connaissons tous, et puis vous avez un capteur qui est passé dans le réservoir qui vous permet d'afficher directement le niveau d'eau. Vous avez le signal sonore qui vous dire qu'il est plein, et puis que naturellement vous avez une quantité suffisante pour un prochain lave-vaisselle, et les cycles environ de 20 minutes. Donc vous êtes vraiment sur le Nespresso du lave-vaisselle. Alors je ne me rappelle pas le prix, mais globalement, ils n'avaient pas communiqué sur le prix. Je vais essayer de le retrouver. Non, il est très peu. Je crois qu'on tourne autour de 300 €. Donc c'est relativement cher proportionnellement à un gros lave-vaisselle normal qu'on utilise de 60 cm de large, etc. Mais pour mettre 5-6 assiettes, 2-3 coupes, 4-5 verres et des couverts, ça passera bien. Et globalement, c'est quand même très pratique. Voilà, donc en tout cas, cette start-up qui s'appelle Dantec et qui a présenté Bob, le mini lave-vaisselle. Et moi, je vais vous parler d'une des startups qui a gagné un des concours de pitch de l'IFA Next. Donc, l'IFA Next, c'est la partie prospective finalement de l'IFA avec les différentes startups. C'est une startup qui s'appelle Atronica, qui fait de l'haptique, c'est-à-dire qu'elle va rendre des solutions haptiques, c'est-à-dire avec du retour et des micro-vibrations pour créer ces effets d'alerte ou ces effets de sensation. Et ils adaptent leurs différentes solutions haptiques à des objets du quotidien qui peuvent être très intéressants. Par exemple, dans l'univers de l'automobile, pour implémenter dans des sièges de voiture et améliorer de cette façon la sécurité routière, mais aussi dans le domaine du jeu pour avoir des gilets que vous allez pouvoir endosser
quand vous allez exécuter un jeu qui vont vous permettre de ressentir par exemple des gouttes de pluie qui tombent sur vous. Et ceux-là, eh bien, ils sont complètement dans une vulgarisation de l'haptique qui était un peu cantonnée à ce que pouvait nous renvoyer un smartphone qui a des fonctions haptiques, mais qui n'était pas forcément très bien implémenté. On l'avait vu implémenté dans quelques claviers virtuels au niveau de PC ou de tablette, mais ça restait encore relativement faible, ou alors que dans le domaine du jeu. Là, on le voit arriver dans les usages du quotidien, dans des produits qui ne sont pas à la base des produits électroniques, notamment comme dans les sièges de voiture. Mais moi, je voulais te lancer pour la dernière... C'est bon, ça va tomber sur moi, encore une fois. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Satisfyer qui présentait à l'IFA son application Alors, il faut savoir, je remets quand même les choses dans leur contexte, que c'est un marché sur lequel au CES de Las Vegas, à l'IFA de Berlin, dans tous les salons de la tech où on parle vraiment consumer goods, donc les produits d'électronique, que naturellement les objets pour adultes, les jouets pour adultes sont présents. Et là, Satisfyer, et ce qui est intéressant, qui est quand même un pourvoyeur d'objets matériels, ni plus ni moins, qui développe, s'est lancé. Alors, l'application existait déjà. Je dirais que globalement aujourd'hui, il se lance véritablement et communique dessus sur Satisfyer Connect, qui est l'application gratuite qui va permettre de connecter les différents sextoys de toute la gamme connectable de Satisfyer et qui va permettre en fait tout simplement de commander à distance proche de son partenaire ou non. Vous pouvez jouer naturellement tout seul ou en couple, voire à distance avec une distance géographique sans limite, puisque finalement vous pouvez à travers le monde connecter les différents produits. Et donc vous allez pouvoir installer cette application et vous avez un espèce de retour tactile, sonore et haptique avec les appareils Satisfyer compatibles. Cette application elle est Android, iOS, ça s'appelle Satisfyer Connect et donc je vous invite à utiliser ce connecteur Bluetooth et puis vous pouvez connecter ensuite directement les appareils. À savoir qu'elle est disponible en 30 langues, preuve qu'aujourd'hui le sexe est naturellement, mondialement partagé, quelle que soit la langue. C'est une langue relativement universelle. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Mais en tout cas, c'est propre. C'est pas le côté sextoy un peu graveleux comme on pouvait avoir l'image il y a quelques années. C'est un marché sur lequel, il faut le rappeler, au CES, il y a des acteurs qui sont mondiaux et dont les catalogues de produits font 8 cm d'épaisseur. Sur un grammage à 130 grammes. Donc on a, je me rappelle encore, du gros stand sur lequel on était tombé par hasard avec des grosses délégations asiatiques qui étaient présentes dessus et effectivement qui étaient massivement présentes. En tout cas, c'était une de leurs annonces. Leur Satisfyer Connect à quand un OS 100% centré sur les jouets pour les adultes. Et puis comme ça nous permettra peut-être un jour de faire un épisode sur les cas d'usage comme ça. Alors là, on invitera parce qu'il y a des blogueurs et des blogueuses sur le sujet, mais effectivement, tout ce qui est tech-sex est une très très grosse industrie. Est-ce qu'on n'a pas tout dit, mais est-ce qu'on a fait le tour? On n'a pas tout dit, mais on a fait le tour. On a vu beaucoup de choses. On peut parler du masque connecté également, qui purifie l'air, qui avait sorti LG, qui s'appelle Puricare Wearable. Philips, qui a aussi sorti des choses. Enfin bon, globalement, on a parlé de plein de choses, mais l'IFA de Berlin est toujours un événement extrêmement attendu et cette année, il faut dire ce qui est, c'est un peu comme le CES, on n'a pas vécu la même expérience. Donc ce qui manque, c'est l'aspect d'aller manger son hot dog en plein milieu de l'IFA, c'est de rencontrer des gens, de discuter avec eux, d'échanger. Preuve que globalement, même si on est dans un monde où le software est partout, il manque toujours l'humain et les échanges que l'on peut avoir en face à face et en one-to-one qui est quand même clé. Une conférence online ne remplacera jamais une conférence et la vibration que l'on peut avoir dans une salle. Même si on a des retours haptiques au niveau des haut-parleurs ou des oreillettes. C'est exactement ça. On n'a pas tellement parlé non plus de tout ce qui était Airbuds, c'est-à-dire de tous les écouteurs wireless qui sont évidemment de plus en plus nombreux avec réducteurs de bruit, etc. Mais bon, c'était important de pouvoir vous faire un retour sur cette édition un peu spéciale où certes il n'y avait pas le contact, on n'a pas pu sentir toucher les produits, appréhender certaines innovations et on était un peu quand même soumis au pilotage que voulaient bien faire les marques et annoncer et intégrer dans leurs annonces. C'est vrai que l'esprit critique est des fois un petit peu plus difficile à apporter quand on n'a pas la possibilité de s'approcher du produit et de le voir véritablement. Non, puis on est tenté aussi de regarder toutes les conférences, on a une overdose de contenu et on peut très vite tomber dans le côté micro alors que
le principe est quand même d'analyser les tendances et de mettre tout ça en perspective, ce qui est effectivement le danger. Mais bon, il y a des dizaines d'articles qui sont sortis sur le sujet, 20 minutes, Le Parisien, c'est net, tout le monde a parlé des différents produits, des annonces de sortie. Et bien, si nous avons tout dit, on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts et vos plateformes de podcast favorites, ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.tech. Et si vous avez aimé cette émission, mettez tout simplement 5 étoiles, un pouce vers le haut, partagez la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. Un seul hashtag IPT Podcast tout attaché. C'était Mathieu Deboeuf-Rouchon en direct du studio, accompagné de Lionel Tardy. Et Mathieu, sur ce petit rétex de l'IFA d'aujourd'hui, on peut dire que les vacances sont terminées pour beaucoup. Alors, dans la rue comme dans les transports, on prendra tous soin de tous et on essaye de vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine avec Emmanuel qui va nous faire une chronique, j'imagine, parce que c'est aussi son retour de vacances. Mais nous allons parler de la résilience écologique, très vaste programme. Effectivement, bye bye.